Bonjour, Jean-Pierre Cornioux, directeur général adjoint de SIA Partner. Bonjour, Patrice Lupowski, directeur innovation numérique chez Orange. Bonjour, nous sommes là pour interagir, réfléchir sur le phénomène des objets connectés, qui est le thème du concours que SIA Partner a lancé, concours qui a déjà plusieurs années d'ancienneté, autour de cette thématique des objets connectés. Alors, de quoi s'agit-il? C'est un concours de créativité et d'imagination ouvert aux élèves des grandes écoles et des universités. Le but est de vous faire réfléchir sur le thème « Les objets connectés ont-ils une âme ?» à travers un texte de 6000 caractères, espace inclus, pour être précis, comportant en plus une image, une photo, un dessin et des sources, puisqu'il est important d'être précis. Qu'est-ce qu'on attend de ce genre de document? On attend de la créativité, de l'imagination. Génération Mobilité, c'est vous. On souhaite que vous nous expliquiez vos visions, vos envies, vos peurs, vos désirs concernant l'évolution de la société numérique, pour lesquelles les objets connectés sont en train de prendre une place absolument prééminente. C'est un phénomène récent et un phénomène de grande ampleur. Soyez créatifs. Soyez imaginatifs, n'ayez pas peur de brusquer, de choquer, de prendre des positions qui sont pas nécessairement mainstream, parce qu'il est essentiel de faire preuve de conviction. Et ces convictions, vous les éthérez par des sources, par des raisonnements, et nous sommes ouverts véritablement à une totale créativité. Surtout, ne vous bridez pas. Bon, c'est une belle initiative, parce qu'on est dans des temps où la liberté d'expression a énormément d'importance. Il faut savoir écrire, s'exprimer sur tout sujet, en particulier celui des objets connectés. Alors j'y reviens un peu sur ce sujet des objets connectés. Donc c'est un phénomène majeur dont on parle maintenant énormément depuis surtout 2 ou 3 ans. On va parler un petit peu, je pense, du CES, du Consumer Electronics Show, le plus grand salon du monde qui vient de se tenir à Las Vegas. Donc Jean-Pierre qui y était va nous en parler un petit peu. Ce qu'il faut savoir, en fait, l'objet connecté, c'est quelque chose qu'on a autour de nous depuis pas mal de temps, qui finalement est une modalité supplémentaire de pas mal de choses qu'on a vues et qui ont accompagné l'émergence d'Internet depuis une quinzaine d'années. Mais depuis quelques années, on parle surtout finalement de la révolution du capteur, le capteur connecté qu'on avait autrefois dans les smartphones, qui se met à se transformer dans un objet dédié, un podomètre électronique qui compte les pas, un appareil dans le domaine de la santé, un appareil qui vous permet de savoir si vous avez ouvert ou fermé votre porte ou votre réfrigérateur, un équipement qui permet de tout savoir sur le fonctionnement de votre voiture. Dans plein de domaines, on voit émerger des choses qui sont issues d'une créativité sans limite et qui émergent très souvent à l'initiative de start-up un peu partout dans le monde. Et on a essayé pendant assez longtemps de suivre tout ça, de suivre cette créativité, et on a finalement dû capituler parce que des objets, il en est 50, même plus par semaine. Et il y en a maintenant des milliers dans des univers très très variés, de la maison connectée à la voiture connectée, en passant par la santé. Même les animaux ont des objets aujourd'hui. Et dans les dernières tendances, justement, celles qu'on voyait au CES, est-ce qu'on peut en dire quelques mots? Alors, le Consumer Electronics Show, c'est une manifestation absolument gigantesque qui, depuis une dizaine d'années, s'est affirmée comme étant la rencontre annuelle de tous les acteurs de la transformation numérique. Pendant longtemps, c'était un salon de l'électronique de loisirs. Et depuis une quinzaine d'années, avec l'émergence du web, on a vu apparaître toute une série d'objets qui se sont installés dans le paysage de l'électronique grand public. D'abord la téléphonie mobile, et puis avec l'extraordinaire rupture que représente l'iPhone en 2007, autour de l'iPhone, qui a été le précurseur du monde des smartphones, un écosystème où on s'est rendu compte qu'on pouvait connecter à son téléphone toute une série de fonctions qui évidemment n'étaient pas prévues initialement et qui sont très éloignées du modèle initial de la communication orale de personne à personne.
Au fond, c'est l'iPhone qui est devenu le catalyseur de cette révolution des objets connectés. Et donc, en 7 ans, on a vu émerger, effectivement, comme le souligne Patrice, une multitude d'objets. Alors, prenons par exemple la personne. Le connected myself. C'est assez passionnant de voir que chaque partie du corps est désormais connectable. Alors de la semelle, et je parlerai que des innovations des start-up françaises, une semelle chauffante connectée, ce qui peut paraître inutile, est en fait très, très intéressante parce qu'ils ont mis dedans des capteurs de pression pour analyser la posture et immédiatement un certain nombre d'entreprises qui sont dans des milieux à risque ont imaginé pouvoir faire un suivi de la santé préventive de leurs collaborateurs à travers ces semelles connectées. Je vais au bout du corps et j'ai vu des bonnets d'une société, alors cette fois-ci canadienne, qui sont connectés et qui permettent, sans sortir les gants, parce que quand il fait très froid, on le vit tous quand on est au sport d'hiver et qu'on a quelqu'un qui téléphone. Et en particulier au quotidien voilà. Au Canada. On a tout de suite les mains réfrigérées. Et donc, il y a en Bluetooth, en connexion avec le smartphone, un écouteur et un micro qui sont logés dans la tuque, qui est le nom québécois du bonnet. Donc la créativité est infinie. Pour l'homme, c'est ce qu'on appelle le wearable computing, l'informatique que l'on porte sur soi. Mais elle est également très intense pour d'autres secteurs d'activité. Je pourrais vous parler d'automobile ou d'énergie, qui sont des domaines extrêmement créatifs. Alors, il n'y a pas une infinité, hein, mais il y a un très très grand nombre d'objets qui apparaissent dans les catégories très diverses, et en particulier celles citées par Jean-Pierre. Ce qu'il faut comprendre, c'est que tout le monde aujourd'hui se focalise sur l'objet, mais au-delà de l'objet qui n'est là que pour incarner quelque chose, on se rend compte assez souvent que si on se contente de l'objet, on va tomber assez vite dans le gadget connecté, dans ce que pendant des années, chacun d'entre nous a eu. On achète sur une impulsion, sur une envie, on achète un petit objet, on se dit bah tiens, je vais peut-être l'utiliser au quotidien, et puis après, si on n'est pas rentré réellement dans quelque chose de quotidien, dans un rapport quotidien à l'objet, eh bien il finit dans la boîte à chaussures ou dans le tiroir qui existe ou dans la cave et on l'oublie. Dans la petite boîte Ikea. La petite boîte dans laquelle on met tous ces gadgets et donc pour aller au-delà de ce gadget, il faut commencer à rentrer dans des logiques de rencontre, des logiques quotidiennes, ce qui fait le succès aujourd'hui des plus grands services de la planète, des services connectés, des services online, c'est véritablement la logique de rendez-vous quotidien. C'est avant tout, si je prends l'exemple de Facebook, ce qui a fait la différence entre un site sur lequel on va de temps en temps et quelque chose dont on fait l'expérience quotidienne. Et donc c'est tout l'enjeu qui est derrière l'objet quand on commence à rentrer dans une dimension de service et quand on commence à regarder, que ce soit utile ou futile, des éléments qui vont faire en sorte qu'un objet s'impose dans la vie de tous les jours. Et pour être capable de faire ça, on se rend compte assez rapidement que l'enjeu qui est derrière l'objet, c'est l'enjeu du service, et ces services se construisent sur la base de données. Parce que ces objets sont finalement la plus belle et la plus efficace des manières de capter à l'intérieur de l'objet, de capter des données qui sont finalement ce qui va permettre de participer à une mise en données du monde, c'est-à-dire une transformation de ce monde analogique dans lequel nous vivons en un monde totalement numérique et totalement numérisé, où tout ce que je fais, ce que je suis en train de dire, le fonctionnement biologique de mon corps, celui des objets qui m'entourent, est totalement intégré, modélisé et analysé pour en déduire toute une série de choses et pour m'aider au quotidien, pour devancer éventuellement un certain nombre de mes usages. Donc c'est vraiment le phénomène marquant qui est derrière l'objet, c'est celui de la mise en données du monde. Il faut bien comprendre que depuis toujours, l'homme a cherché à capitaliser des informations pour prendre des décisions et pour prendre les meilleures décisions possibles. Depuis que nous avons la société numérique, on se rend compte qu'on peut confier cette tâche de capture des informations à toute une série d'objets et d'outils qui d'ailleurs sont de moins en moins chers, très intégrés. On parle d'une prospective de 50 milliards d'objets connectés à horizon 2020, tout simplement parce que ces objets nous apportent des informations dont l'objet ultime est de nous rendre la vie plus facile.
Alors la vie plus facile, eh bien, c'est dans toutes les étapes de la vie quotidienne. C'est comment je me déplace, est-ce que je vais prendre mon vélo, une autolib, l'autobus, comment je m'habille en fonction de la météo, est-ce que je suis en forme, comment je peux améliorer ma forme en captant l'information de mon activité physique, comment je gère ma maison, mon énergie, mon chauffage, mes appareils électroménagers, est-ce que je surveille ma maison convenablement, est-ce qu'il y a une intrusion, est-ce qu'il y a un risque de fuite. Tout ceci, ce sont des actes de la vie quotidienne qui sont revisités par l'objet numérique connecté. Oui, et pour aller même au-delà de ça, au fur et à mesure, cet ensemble de données qui vont être issues de ces objets, puisque quand je parle de données, vous avez probablement tous entendu parler du concept du big data, hein, ces quantités, ces gisements gigantesques de données, on considère qu'il y a la moitié des volumes de données qui vont être disponibles demain qui vont venir de ces objets. Et quand on parle de volume de données, on atteint maintenant des unités qui sont proprement incroyables et hallucinantes, et on est à un rythme d'accroissement des données qui est de l'ordre du doublement tous les 14 mois. Donc tous les 14 mois, il y a 2 fois plus de données disponibles, et de l'analyse de ces données-là va nous faire entrer aussi dans des dimensions de prédiction. On va être capable de prévoir non pas l'avenir, non pas le destin, mais d'être capable sur un certain nombre de choses qui s'analysent et peuvent être comprises par des algorithmes. On va être capable de dire qu'il y a une probabilité non nulle pour qu'il se passe ça ou ça et d'agir en conséquence. Voilà. C'est un des thèmes clés du CES de cette année parce que au-delà des expositions d'objets physiques, il y a un certain nombre de conférences où les grands acteurs de l'industrie s'expriment. Et un des objectifs actuels de ces grands acteurs, c'est d'aider les gens à prendre des décisions non seulement informées par rapport à ce qui s'est déjà passé en traitant les éléments d'information anciens ou immédiats, mais surtout en prévoyant ce qui va se produire. Qui n'a pas rêvé de savoir, quand on s'engage dans une route, s'il faut prendre à gauche ou à droite pour avoir le meilleur flux de trafic. On a tous imaginé ce genre de truc. Eh bien, ça va se produire relativement facilement et relativement rapidement. Le président de Ford a fait une présentation qui était tout à fait remarquée, où il se proclame acteur de la mobilité intelligente. Et je pense que quand on parle de smart quelque chose, en français on peut dire objet intelligent, l'intelligence que l'on va tirer des objets et des données va nous permettre de faire plus vite, de façon plus sûre, en confort et en confiance, un certain nombre de nos actes de la vie quotidienne. Et donc on peut imaginer qu'on va avoir des vies qui vont un peu changer parce que l'attention et le temps qu'on passe à faire un certain nombre de choses va être profondément bouleversé par tous ces éléments qui vont faciliter nos vies. Et puis il y a des objets, des éléments de l'environnement qui risquent de changer. À partir du moment où la voiture, telle que Google l'avait montrée au cours de l'année dernière, ou telle qu'elle a été montrée par Mercedes, je crois, qui était la star des voitures connectées pendant le show de Las Vegas, si la voiture connectée n'a plus besoin d'un conducteur, si elle devient autonome, au-delà du fait qu'elle est déjà connectée, elle devient en plus parfaitement responsable de l'itinéraire entre les 2 points que vous voulez relier, eh bien elle va se transformer dans autre chose. Elle va devenir une salle de réunion, un living room, un endroit où on va passer du temps, passer le temps du voyage, probablement plus à l'instar de ce qu'on fait dans un train, et dans un espace à vivre. Et à partir du moment où on change la voiture, où il n'y a plus de conducteur, où il n'y a plus forcément besoin de panneaux, etc., on en change sa forme, mais on change aussi probablement la forme de la route, on change la forme de la ville, on change toute une série de choses, et on renvoie toute la conception de l'automobile et tout le siècle de l'automobile à des notions parfaitement datées dès lors que l'on change le modèle par lequel se fait le déplacement. Le monde des objets connectés, c'est un monde d'interopérabilité. Une des grandes forces par rapport aux générations antérieures d'innovation technologique, c'est que tous ces objets sont connectés en IP, IPv6, et peuvent interagir les uns sur les autres. Donc on est dans un monde, on voit émerger un monde assez rapidement, où effectivement une série de robots, pas nécessairement des robots anthropomorphes comme on les imagine, mais vont nous aider à nous guider à travers les écueils de la vie quotidienne. Un des sujets majeurs étant évidemment la santé,
puisque le rêve fondamental de l'homme est de vivre le plus vieux possible et en bonne santé, il est clair que toute notre intelligence va être mise au service de cet objectif parfaitement louable, mais dont on voit bien aussi qu'il change absolument les règles de la vie sociale, parce que là où au XVIIIe siècle, passer 50 ans, c'était un risque très faible, très peu de gens dépassaient 50 ans. C'est pour ça d'ailleurs que Bismarck a fixé l'âge de la retraite à 65 ans. Personne ne l'atteignait. Aujourd'hui, on va avoir beaucoup de centenaires et au-delà. Et donc, on voit bien que la répartition temps de travail, temps d'études, retraite va être complètement modifiée par ça. Donc, on est en train de reposer des questions assez fondamentales sur notre organisation de la vie sociale, de la vie politique, de l'exercice de la solidarité intergénérationnelle et de la protection contre les risques sociaux. C'est donc un sujet de société. Beaucoup d'entre nous, et moi je suis de ceux-là, pensent que nous sommes en train d'imaginer une nouvelle civilisation. Donc cette nouvelle civilisation suppose aussi tout un ensemble de changements économiques. Et si on veut en prendre quelques-uns pour les illustrer, je suis moi particulièrement attentif à ce qui se passe au sens large dans certaines dimensions comme celle de l'assurance. Où sur l'assurance, à partir du moment où on imagine que l'on sait beaucoup plus de choses, et bien plutôt que de s'appuyer sur des modèles mathématiques et des statistiques du passé, on va pouvoir au fur et à mesure, par exemple, assurer en fonction du risque réel. Ça commence à exister dans les voitures, il commence à se développer des boîtiers ou des applications sur smartphone qui vont développer ce Pay As You Drive, qui est la promesse de dire, plutôt que de supposer que des jeunes conducteurs, parce qu'ils sont jeunes et inexpérimentés, vont mal conduire, vérifions-le et récompensons ceux qui se comportent bien en accélérant pas trop fort, en respectant le code de la route, en leur faisant payer moins parce qu'ils prennent moins de risques. Donc ça part de ces idées-là. C'est la même chose dans le domaine de la santé, où finalement, on va pouvoir aussi rentrer dans une dimension où en incitant, à l'instar par exemple de ce qui se fait avec des petits podomètres électroniques, des actimètres qui enregistrent l'activité, si on incite, oui j'en ai un ici aussi, voilà. On a chacun le sien, voilà. Combien de pas aujourd'hui? 7605. Ah c'est bien, moi 3073, voilà. J'ai mal fait de venir en voiture. Donc avec ce genre d'appareil-là, on va pouvoir faire entrer l'ensemble de l'économie de la santé dans la dimension de la prévention. Aujourd'hui, ça n'est pas le cas du tout. Aujourd'hui, dans les dépenses de santé, on dépense 99% des montants en remboursement, en indemnisation de la santé, parce qu'on est allé chez le médecin et qu'on a essayé de répondre à un problème, à une pathologie. Demain, l'enjeu, c'est de passer de plus en plus de temps à faire des choses et à avoir des comportements qui évitent d'être malade. Qui évitent les petits bobos, qui évitent un certain nombre de grands bobos aussi. Et c'est tout l'intérêt aussi de cette révolution économique. Alors, la question, évidemment, qu'on ne peut pas évacuer, et c'est le thème du concours, objet inanimé, avez-vous donc une âme? C'est l'éthique et finalement le sens de cette révolution technologique. On rentre dans un nouveau système socio-technique, la technique nous permet de faire des choses nouvelles. Est-ce que la société va évoluer? Il est clair qu'elle va changer comme à chaque génération précédente. Coutume de dire que l'imprimerie a mis 60 000 moines copistes au chômage en Europe en 1450 et que, évidemment, ça a transformé le système socio-technique de l'époque. Donc on est face à des défis socio-politiques, l'organisation de la vie sociale, l'organisation de la formation, des études, la gestion des temps qui jusqu'alors est très découpée. On passe les premières 25 ans de sa vie à l'apprentissage, on travaille et ensuite on se retire du monde actif. C'est probablement pas le bon dosage d'activité. Il faudra apprendre toute sa vie et il faudra aussi probablement savoir se reposer intelligemment, régénérer sa capacité cognitive et son enthousiasme. Donc tout ceci nous amène à poser des questions du sens de cette mutation et de sa régulation. Il va y avoir de nouveaux droits, de nouvelles obligations, et il est clair qu'il faudra que le droit reflète ce nouveau système, où on va avoir beaucoup de choses gratuites, mais où on va aussi avoir un mode de participation à la vie sociale de nature très différente de ce qu'on a connu jusqu'alors.
Alors bien évidemment, on touche ici dans les grands enjeux, on parlait tout à l'heure un petit peu de l'enjeu de l'interopérabilité entre tous ces objets, entre les plateformes, et on reviendra probablement sur les sujets de plateforme juste après. Mais on a fondamentalement des questions qui se posent sur les libertés. Je parlais beaucoup tout à l'heure de données, du fait qu'on va savoir, être capable de prévoir, prédire, être capable de suivre énormément de choses. Et bien évidemment, à chaque fois qu'on sait quelque chose sur quelqu'un, se pose la question de savoir qui est en droit de savoir quoi, qui est en droit de déduire quoi. Et nous avons une vision sur ces questions-là qui sont intimement liées à nos conceptions de la liberté, des libertés dans leur ensemble, qui sont bien évidemment très liées à l'ensemble de lois que nous pratiquons au quotidien. En France en particulier, la plupart de ces sujets-là sont bien évidemment placés sous le coup de la loi de 1978 qui a institué et créé la Commission nationale informatique et liberté. Et ces enjeux-là ne sont pas du tout vus de la même manière que l'on en discute ici, en France, en Europe. L'Europe est plutôt protectrice des libertés individuelles et protectrice des données personnelles. Par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres parties du monde, en particulier aux États-Unis, où il y a une approche qui est différente et qui, par exemple, je le cite souvent, fait que quand vous prenez une photo et que vous la partagez sur un réseau social, bien souvent ce réseau social va considérer que la photo lui appartient quand il est placé sous le coup de la loi californienne, alors que l'équivalent de ce réseau social ici aurait plutôt tendance à respecter et à considérer que la photo vous appartiendra, sauf si vous avez explicitement consenti les droits. C'est un transporteur. Voilà, et que le service est un transporteur. Toutes ces notions-là vont bien évidemment avoir tendance à influencer notre approche et l'approche de chacun vis-à-vis de ces données. Et on va tous être sensibles, en particulier en Europe, à rappeler tout le temps que ces données, eh bien, on doit conserver le contrôle sur ce qui en est fait, sur la manière dont elles vont être agrégées, regroupées, recoupées, corrélées, parce que fondamentalement, elles restent et elles appartiennent en tant que données personnelles à un individu. On va commencer à répondre à vos questions qui fusent. Moi, je me propose de répondre à la première. Comment suivre l'évolution complète des objets connectés, le marché se développant trop vite? Alors, il y a énormément de sites technologiques. Je pourrais dire Orange ou SIA Partner consacrent en général des rubriques intéressantes à cette évolution. Donc il y a pas mal d'informations, et surtout après le Consumer Electronics Show de 2015, vous allez trouver dans toute la presse française ou anglo-saxonne des analyses du CES qui sont très riches. Vous allez aussi les trouver sur mon blog personnel, donc je vous invite à vous y rendre également. Et alors, par pluralité, je recommande aussi, en plus du blog de Jean-Pierre, il y a un garçon qui s'appelle Olivier Ezrati qui fait chaque année un travail magnifique au CES et qui à la fin janvier, donne sur son blog qui doit s'appeler Opinion Libre, hein, si je ne m'abuse. Ezrati, c'est E-Z-R-A-2-T-Y. Et il a toujours une très belle exhaustivité de ce qui se passe au CES. Donc en suivant le CES, l'IFA probablement aussi, qui se passe à Berlin à la rentrée juste après les vacances, il y a une manière de suivre déjà par les annonces des constructeurs un petit peu tout ce qui se passe sur l'apparition des objets connectés. Après, au travers de Twitter, ça devient un petit peu difficile parce que IoT, ce fameux hashtag IoT, devient extrêmez difficile à suivre. Alors, pour prendre une seconde question, s'il y a un projet d'objet connecté, comment conseillerez-vous comment vous conseillerez-nous de démarrer? Y a-t-il des groupes, des lieux, des plateformes que vous recommanderiez? Alors, je la prends. Oui, voilà. Donc, sur le projet d'objet connecté, je pense qu'il est intéressant d'abord de se poser la question de savoir ce qu'on veut faire au-delà de l'objet. L'objet, encore une fois, il est là pour incarner quelque chose, il est là pour répondre à un besoin, mais s'il n'est pas rattaché à un service, il va vite se retrouver un petit peu tout seul et risquer d'être un gadget. Alors, nous, on a décidé d'accompagner les créateurs d'objets connectés chez Orange en mettant en place une plateforme qui s'appelle Datavenu, D-A-T-A-V-E-N-U-E. Et cette plateforme, elle a pour but, en fait, d'aller apporter la plateforme
d'aller apporter l'espace de stockage, de collecte et d'agrégation des données qui peut être nécessaire à un fabricant ou une start-up qui veut créer un objet pour aller assez rapidement donner une dimension de service qui va utiliser les données de l'objet pour le grand public et permettre à des développeurs aussi d'en tirer parti. Bref, de rentrer dans une logique qu'on appelle une logique d'écosystème, où ça n'est pas vous tout seul qui allez devoir non seulement fabriquer l'objet, sa plateforme, mais imaginer toutes les applications qui vont pouvoir lui permettre de vivre au quotidien, mais vous avez bien la possibilité de vous appuyer sur un écosystème de partenaires, de gens qui vont se dire ah bah, cet objet, cette semelle connectée peut-être, ou ce bonnet que vous allez développer, eh bien, les données qu'elles vont envoyer, moi qui suis plutôt spécialiste de la santé ou du bien-être ou de l'économie d'énergie, je vais corréler ça à d'autres données que j'ai pour aller proposer un service qui va vous apporter de la valeur à vous et à moi. Ouais. Alors, question suivante, santé connectée, comment pourrait-on faciliter l'accès des patients à leur suivi médical et leur simplifier la vie? Alors là, on est dans un monde complexe, puisque c'est un monde régulé. Le monde de la santé est un monde qui, depuis toujours, a mis un certain nombre de normes, de règles, et tous les pays du monde, y compris les États-Unis, sont extrêmement régulateurs en matière de santé. Facilité d'accès des patients à leur suivi médical pose toute une série de problèmes. D'abord, problème d'analyse et de diagnostic. Bien évidemment, on connaît déjà beaucoup de choses. On a tous fait des analyses sanguines. Bon, ben, on n'est pas capable d'en faire soi-même le diagnostic. Et ça nécessite le truchement d'un professionnel qui va capter les données, les analyser et vous proposer un diagnostic et des éléments de thérapeutique. Donc on voit bien qu'on est là dans un process assez complexe qui nécessite non seulement des données, mais de la connaissance, des référentiels et l'exercice d'une responsabilité. De ce fait, on fait une énorme différence entre les objets du bien-être connectés qui vont vous donner une série d'informations sur votre rythme cardiaque, sur votre poids, votre pourcentage de matière grasse, etc., qui sont des informations finalement très généralistes que l'on n'est pas capable de corréler à des éléments de diagnostic complexes. Donc on voit bien que l'accès des patients aux données suppose une forme de médiation. Alors, on peut, évidemment, dès maintenant, hein, et vous pouvez demander à votre généraliste en France d'ouvrir un dossier médical personnel où toutes vos données vont être collectées. Ce dossier est suivi par les professionnels de santé. Il y a à peu près 600 000 personnes en France qui ont aujourd'hui un DMP. Bien évidemment, l'objectif est de couvrir la totalité de la population. Et ça permet aux professionnels de santé de disposer de l'ensemble des données nécessaires à leur métier, hein, au traitement. De l'autre côté, santé-bien-être, eh bien, il y a des agrégateurs, Apple, Google, qui se proposent de collecter ces informations. Il y en aura d'autres. Et il est évident que c'est intéressant et même passionnant de corréler le poids, l'activité physique, le nombre de pas, le nombre de kilomètres qu'on a fait en vélo. Vous trouvez sur le marché toute une série de produits qui font ça et qui le font très bien, mais il ne faut pas en attendre une rigueur scientifique. C'est une piste d'information que l'on vous donne et qui permet de gérer convenablement votre bien-être et les éléments visibles, tangibles de la santé. Le problème du suivi médical est un problème beaucoup plus complexe qui nécessite des interventions de professionnels. Alors, je rajouterais aussi à ça, hein, en étant plutôt d'accord avec tout ce qui est dit par Jean-Pierre, qu'on va avoir quand même probablement des mouvements entre le bien-être et la santé, parce que ces deux espaces sont quand même séparés par une ligne pointillée, bien évidemment, qui est sous le coup de l'exercice de la profession de médecin qui est réglementée, mais on va bien avoir sans doute des moments où des généralistes vont se mettre à utiliser des données qui sont un peu plus imprécises, parce que ils sentent bien que l'enjeu, quand vous êtes un peu trop sédentaire et que vous avez tendance à prendre quelques kilos, l'enjeu n'est pas qu'on sache précisément si vous avez fait 8753 ou 54 pas, parce que vous n'êtes pas un coureur, un marathonien ou quelqu'un qui est dans la performance, mais c'est de comprendre que vous en avez fait 20% de plus ou de moins que la veille, et là la précision peut être suffisante.
Orange réussira-t-il à s'imposer comme garant de l'identité numérique des Français, des Européens? C'est une bonne question et pour moi plutôt. Ah oui, oui. Donc, en fait, Orange ne cherche pas à s'imposer. Orange cherche à faire travailler un ensemble d'acteurs en France et en Europe parce que nous considérons qu'il y a un enjeu pour tout un ensemble d'acteurs économiques, d'entreprises et de citoyens. Donc quand nous allons vers cette plateforme et que nous proposons cette plateforme pour être une réponse d'abord aux fabricants d'objets, puis aux entreprises, aux startups qui peuvent aussi imaginer des services autour des objets connectés et du big data, c'est parce qu'on se dit qu'il y a besoin d'un endroit, d'où ce data venue, venue en anglais c'est le lieu, c'est la place, c'est l'endroit où les corrélations, les croisements et la rencontre des volontés va pouvoir être possible. Quand on le regarde du point de vue des utilisateurs et du grand public, nous on sent de manière beaucoup plus forte, de mois en mois, de semaine en semaine, qu'il y a un besoin très très net de tiers de confiance, d'acteurs qui ont déjà fait leurs preuves dans d'autres métiers, et en particulier nous avec nos métiers d'origine qui sont la communication entre les personnes, on a, je pense, comme pas mal d'autres opérateurs, fait nos preuves de la capacité à passer un message de l'un à l'autre sans que ce message soit entre toutes les mains et qu'il soit par exemple écouté, déformé ou qu'il arrive au mauvais destinataire. Et donc c'est le même genre de choses pour nous quand il s'agit d'aller être le garant du stockage de données avec le bon niveau de sécurité. Alors cette sécurité, ça va être une lutte permanente parce que des esprits mal intentionnés, il y en a de plus en plus. Le crime devient un cybercrime et cette cybercriminalité ne fait que progresser et ne fera que progresser dans le monde de demain. C'est une des mauvaises choses du monde de demain, la cybercriminalité. Est-ce qu'elle vaut mieux ou moins bien que de se faire détrousser devant un distributeur? Je n'en ai pas. Ça aura et ça pourra avoir des conséquences dramatiques, mais ça va nécessiter qu'on ait de plus en plus de sécurité numérique, de sécurité informatique et de garantie apportée en mettant de plus en plus de moyens là-dessus. Et c'est ce qu'on a l'intention de faire chez Orange. Mais vous posez là aussi une question d'ordre constitutionnel. C'est à l'État, aux États, de garantir l'identité numérique des peuples. Et il y a là une vraie question. D'ailleurs, vous savez qu'il existe en France depuis 2005 un projet très accompli de carte nationale d'identité numérique qui est en stand-by, qui a été bloqué. On a peur d'une sorte de fichage généralisé des Français. Mais l'idée était excellente d'avoir une identité numérique statutaire, au sens état civil, et une identité numérique commerciale permettant de signer un certain nombre d'actes commerciaux, notamment des transactions monétaires. Et donc il est évident qu'il y a là une vraie problématique à qui il appartient de gérer ça. Il y a plusieurs candidats comme tiers de confiance, mais de toute façon, tout ceci doit être régulé. Elle existe déjà, cette identité numérique. Si je prends un exemple aujourd'hui, avec votre login et mot de passe sur tout un ensemble de sites, vous êtes déjà capable de faire un certain nombre d'actes qui vont se traduire bien souvent par des transactions, mais que vous soyez sur Amazon en train d'acheter quelque chose, en utilisant des systèmes comme PayPal ou en France en utilisant Orange, votre abonnement pour acheter une application sur un magasin d'applications, vous êtes déjà en train d'utiliser votre identité numérique. Ou impôt.gouv.fr. Ou impôt.gouv.fr quand vous signez chaque année, pour certains d'entre vous, la déclaration de revenus, vous utilisez cette identité numérique et ça va devenir quelque chose de plus en plus banal. Alors, a-t-on le contrôle sur tous les objets connectés que nous avons créés ? Alors, le contrôle sur tous les objets connectés que nous avons créés, ça pose pour moi la question de comment l'individu va faire face à ces objets. La vision qu'on en a aujourd'hui, c'est que nous allons le plus rapidement possible essayer de redonner le contrôle et de donner, en tout cas à l'utilisateur, la capacité à se suivre lui-même. Alors ce phénomène, se suivre soi-même, c'est né il y a quelques années avec un terme en anglais qui s'appelle Quantified Self. Ça a été un mouvement aux États-Unis, à l'origine pas mal de geeks et d'universitaires qui se sont mis à mesurer un peu tout et n'importe quoi. Le nombre de pas, mais aussi la vitesse à laquelle poussaient les ongles, leur réaction à la caféine, enfin toute une série de choses. Et donc cette mesure de soi et ce contrôle suppose qu'on soit capable de restituer
le fonctionnement de tous ces objets et les données qui sont issues de tous ces objets pour comprendre quelque chose. Alors la restitution et la visualisation, c'est une première étape. Assez vite, il faut rentrer ensuite dans l'analyse. Quand on contrôle des objets, la question touche pour moi beaucoup à la question de la sécurité des objets et on imagine assez bien que demain, ces objets qui sont tous IPv6, comme le soulignait Jean-Pierre, ou tous Bluetooth, enfin ils sont tous ouverts sur des protocoles qui pourraient être détournés, hackés, etc. Eh bien, on peut imaginer que des esprits mal intentionnés aussi en prennent le contrôle. Et on l'a vu déjà, je disais assez souvent que le jour où on aura une vingtaine de drones qui ont été hackés et qui partiront vers un bâtiment public, on aura une vision très particulière de la sécurité de ces objets connectés. Alors le sujet n'est pas venu sur le devant de la scène comme ça, il est venu déjà à l'occasion du survol d'un certain nombre de centrales nucléaires par des drones. Et tout le monde s'est d'un seul coup dit, ah bah tiens, ces objets, mais ce sont en fait de petits avions et potentiellement... C'est déjà régulé. Voilà, c'est déjà régulé. Et il y a déjà aujourd'hui un certain nombre de réglementations, de déclarations. Vous ne pouvez pas faire voler un drone à n'importe quel endroit. Voilà. C'est quelque chose qui devient immédiatement, potentiellement en interaction avec les règles de l'aviation civile. Donc demain, il y a aussi de la régulation, du contrôle et des éléments qui donnent le contrôle à l'utilisateur, mais dans le cadre, bien évidemment, de règles et de règlements qui vont faire en sorte que tout ça puisse se passer harmonieusement. Question suivante, si on remporte le concours, qu'advient-il de nos articles? Sont-ils utilisés pour une réflexion sur les objets connectés chez Orange? Bon, la règle est simple, tous les articles primés sont publiés, donc ils deviennent bien communs, open source, chacun peut les utiliser, aussi bien Orange que SIA Partner, mais d'autres acteurs. C'est aussi un bon moyen de vous faire connaître et de commencer à nourrir sérieusement votre CV. Alors pour compléter, Orange a mené au mois d'octobre un premier travail d'innovation ouverte, d'open innovation sur une plateforme qui s'appelle imagine.orange.com et sur laquelle on a animé, on a proposé à tout un chacun d'aller proposer des idées d'objets et de services avec des objets connectés et on va continuer à faire ce genre de choses. On a eu déjà 300 idées qui sont apparues. On pense, nous, que l'innovation, elle va souvent venir du grand public, des startups bien évidemment, mais que ça ne va pas venir uniquement d'une réflexion qui pourrait être menée chez Orange. Donc on le dit, bien évidemment, on lira avec intérêt tout ce que vous proposerez et on pense encore une fois que ça ne sera que le résultat de cette émulation et de ces échanges. La question suivante, c'est selon vous, peut-il y avoir un impact négatif des objets connectés sur la santé dans la vie quotidienne? Oui, on a déjà abordé avec le problème des drones. Vous savez, la technologie n'a jamais été ni négative, ni positive, ni neutre. Donc on introduit des nouveaux artefacts dans la vie sociale, ils vont avoir un impact. Alors, les problèmes de santé sont relativement, pour le moment, secondaires, parce qu'on ne parle pas d'implants dans le corps, mais ça viendra. On a des objets qui sont externes au corps, avec des courants très faibles et des ondes de faible intensité. Donc, sur ce plan-là, on peut dire sans trop de difficulté qu'il n'y aura pas de problème. Mais en même temps, quand on parle d'objets connectés, on parle de voitures, on parle de compteurs électriques, on parle d'ampoules. Donc il est clair qu'on est dans une vie normale, complexe, où tout objet a vocation naturellement à devenir connecté. Donc les risques sont inhérents aux objets qui sont connectés, au moins autant à la nature de cette connexion. Donc ça, c'est un point important. Il faudra être vigilant. Il y aura probablement des régulateurs, comme pour les drones, qui vont s'en préoccuper, parce que la multiplication de tout objet qui interagisse avec l'homme individuellement ou collectivement, potentiellement posera problème. Je suis assez d'accord sur le fait que la technologie n'amène pas forcément, n'apporte pas systématiquement du négatif ou du positif. On citait toujours les réflexions sur ce que la recherche fondamentale
en physique d'Einstein avait pu donner dans l'histoire. Elle a donné à la fois des sources inépuisables d'énergie et d'électricité et des drames absolument terribles si on pense au bombardement de la fin de la Deuxième Guerre mondiale. Donc la technologie ne choisit jamais, c'est la manière de l'utiliser qui peut ou pas faire peser des périls. Encore une fois, sur ces enjeux, sur les données, on peut en faire un monde meilleur dans lequel on a du bien vieillir, du bien vivre et du bien-être, ou on peut en faire un monde horrible si quelqu'un s'empare de toutes les données et en profite pour aller faire naître le Big Brother qu'il y avait dans les écrits d'Orwell dans 1984. Alors quel conseil peut-on vous donner pour bien rédiger notre article? Vous savez, les conseils sont toujours les mêmes. Il faut être précis, factuel, non jargonnant, non à la mode, parce que ça devient très vite creux et rapidement obsolète. Il faut prendre un point de vue personnel, le nourrir d'une vraie dialectique, au sens propre et noble du terme, et essayer de trouver des sources de réflexion originales, novatrices. Donc, rédiger 6000 caractères, c'est un exercice très passionnant. Il faut être concis, précis, intéressant, stimulant, parfois même atypique et provocateur, parce que dès lors que vous justifiez votre point de vue, ben vous serez intéressant. Moi j'ai le conseil, soyez un petit peu scolaire aussi. J'aime bien toujours quand je lis quelque chose retrouver une introduction, une conclusion, des choses qui vont aller non seulement poser un propos mais ouvrir sur quelque chose. Sans problème. Voilà. Et puis n'hésitez pas, soyez audacieux, de l'audace. Voilà. Alors, je suis très attiré par ce secteur. Bientôt diplômé, je souhaiterais savoir ce que propose Orange en termes d'opportunités dans ce domaine. Recrutez-vous au sein de vos équipes? Alors, on recrute chez Orange, en particulier dans les métiers qui représentent aussi tout ce dont des entreprises comme la nôtre vont avoir besoin demain pour faire face à ces enjeux. Donc, pour aller vite, on recrute des designers, on recrute des ingénieurs, des développeurs, on recrute des gens qui ont de la créativité et l'envie de travailler dans un modèle en permanente et en constante évolution. On recrute des gens autour de sujets comme le big data et on va en recruter en particulier les futurs data scientists, les gens qui vont aller mettre de l'intelligence pour comprendre la donnée. C'est souvent des profils de statisticiens, de gens qui ont fait un petit peu de mathématiques. Donc vous retrouverez tout ça. Nous avons un site qui s'appelle Orange Jobs et sur lequel vous avez la totalité des offres là-dessus. Et n'hésitez pas à vous manifester. Effectivement, nous recherchons des talents autour de ces sujets. SIA Partner recrute également. Ah bah c'est bien. Double bonne nouvelle. Alors la question suivante, je trouve cette thématique hyper intéressante, mais est-ce qu'on ne peut pas se poser la question du tout connecté égale plus de liberté? Dans le sens où l'hyperconnexion va automatiser un certain nombre d'actions et réguler notre quotidien. Quel est votre avis? Alors, vous posez une bonne question, et je pense qu'elle est très philosophique. Toute l'action de l'humanité depuis les origines a consisté à réduire la pénibilité de son travail quotidien et de sa survie. Pendant des siècles... C'est pour ça qu'on vit plus longtemps, voilà, mais qu'en même temps on grossit. Voilà. Pendant des siècles, on s'est battu pour survivre. Je vous rappelle quand même que le XVIIIe siècle, il y a eu encore des famines en Europe, et qu'on a eu en 1919 l'épidémie de grippe espagnole qui a tué au moins autant de gens que la guerre. Donc notre travail en tant qu'humain consiste bien à se donner les moyens d'assurer la pérennité de l'espèce, à la fois par la qualité de la vie, de la nutrition et de tous les paramètres de vie, mais également en gérant les interactions entre l'homme et son environnement. On peut parfaitement imaginer qu'un monde d'objets connectés sera un monde moins consommateur d'énergie. On va mieux réguler la consommation d'énergie électrique, on va mieux réguler les transports, on va mettre l'énergie strictement nécessaire pour faire les actes de la vie quotidienne. Donc
on peut avoir l'espoir, et c'est ma conviction, que le monde des objets connectés sera un monde plus agréable à vivre pour chacun d'entre nous. En même temps, on peut aussi redouter un omnicontrôle, non pas nécessairement de bad guys qui en voudraient à notre liberté, mais tout simplement un omnicontrôle d'objets qui vont nous remettre sur le droit chemin toutes les 5 minutes en nous critiquant parce qu'on a pris effectivement 500 grammes après un bon repas la veille. C'est un problème de régulation humaine. La liberté, c'est pas la technologie. Le libre arbitre, le choix et une valeur fondamentale qui est la conquête du siècle des Lumières. Et on voit bien qu'on va utiliser des objets, mais on va utiliser aussi des modes de régulation sociétaux pour nous permettre de vivre mieux et de vivre en liberté. C'est un problème philosophique très complexe. D'ailleurs, ça peut être un beau sujet d'article. Ça peut être un très beau sujet d'article et moi j'aime bien aussi l'idée qui est derrière, qui est de commencer aussi à savoir faire l'éloge de la déconnexion. Et il n'est pas lié uniquement aux objets. Si on regarde tous un certain nombre de statistiques qui ne sont là que pour révéler des comportements qui sont déjà là pour tout le monde, le fait que en moyenne, on considère que tout le monde regarde maintenant l'écran de son smartphone 150 fois par jour, ouais. 150 fois par jour. Bien souvent pour connaître l'heure, mais d'ailleurs nous on se calme. Et oui, de temps en temps je regarde l'écran de ma montre connectée, ce qui fait que j'ai les notifications, je triche un peu. Je regarde un autre écran, mais je regarde un peu moins celui de ma montre. Il va falloir là aussi rentrer dans un système de régulation personnelle. Là, le fait d'avoir une quantité quasi abondante de nourriture dans les magasins qui nous entourent, à Paris, etc., fait qu'à certains moments, on décide d'arriver à satiété, de se limiter, et même peut-être avant cette satiété pour éviter de manger plus que de raison. Nous régulons. Il va falloir apprendre à faire la même chose avec les services connectés, avec les objets connectés. Il va falloir savoir aussi se déconnecter. Bénéficier de moments où ce cerveau qui n'a pas été spécialement pensé pour le multitâche, même si certains films, comme l'excellent Lucide Luc Besson, nous rappellent que nous n'utilisons peut-être que 10% des capacités cérébrales, eh bien, tant que nous ne savons en utiliser que 10%, nous avons besoin de moments de repos. Il y a des moments où il faut savoir ne penser à rien et ne plus être connecté. Et ça va être un enjeu sociétal, un enjeu d'éducation, puisque nous sommes peut-être, nous tous, les premières générations à connaître ce problème. D'ailleurs, il y a des objets connectés pour nous apprendre à nous déconnecter. J'ai vu au CES un objet qui mesure les ondes cérébrales et qui vous amène à vous concentrer sur un des points, sur un écran, pour justement lâcher prise. Ça nous amène à la question suivante. Les objets connectés ne créent-ils pas plus un besoin qu'une réponse à ce besoin, et sont-ils vraiment pérennes? Vous savez, dans l'innovation, et depuis toujours, il y a 3 étapes indiscutables. Première étape, c'est de dire « ça sert à rien ». Ça sert à rien, on n'a pas besoin. Qui a un jour exprimé l'envie d'avoir 100 000 chansons dans sa poche? On n'avait pas besoin, on avait des disques, on était très contents, et d'avoir des CD, etc. Mais on l'a et on l'utilise. L'économie de l'objet connecté est une économie nouvelle, qui est celle de l'Internet. On fonctionne par essai et erreur. Il va y avoir des gens qui vont produire des choses absolument géniales qui n'auront pas de marché, et puis il y avoir des objets inutiles qui vont créer un engouement. Je pense qu'il y aura une régulation assez rapide, puisqu'on est quand même dans une économie de temps réel. Cette régulation va éliminer les objets qui sont sans valeur d'usage et sans sens, mais va mettre en évidence ceux qui sont véritablement utiles. Et vous voyez que dans notre discussion, on a commencé à trier le bien-être, la santé, régulation énergétique, la régulation des transports, parce que ce sont des vrais problèmes et qu'on a besoin, nous, en tant qu'individus, de donner des réponses satisfaisantes. Alors, la pérennité de l'objet connecté, pour moi, ne fait aucun doute. Il y a une vaste migration du champ du traitement de l'information vers la mobilité et les objets connectés, qui vont être l'aile marchande de la transformation numérique de la société, au moins pour les 20 ans qui viennent. Après, on va toucher d'autres technologies qui sont déjà présentes dans les laboratoires, où on n'aura plus besoin de connexion. Vous savez, pendant longtemps, l'informatique, c'était un écran vert
ou ambre, avec des caractères. On était collé à son écran, on n'avait aucune liberté. Puis très vite, on a dissocié l'écran, et puis on a mis des choses sympas. Et aujourd'hui, on n'a plus besoin d'un ordinateur pour la plupart des actes de la vie quotidienne, puisqu'on le fait avec un smartphone ou une tablette. Donc l'objet connecté va répondre à un certain nombre de besoins, jusqu'à ce que la prochaine vague de génération se substitue ou corrige ou amplifie le mouvement. Et pour rebondir là-dessus, cet objet connecté, il va devenir dans un certain nombre de cas beaucoup plus visible, et dans d'autres, il va devenir parfaitement invisible. Et ce que nous cachions tout à l'heure à la taille, nos petits podomètres électroniques, ils vont demain, il y avait une start-up qui le montrait au CES, ils vont se cacher dans la ceinture. La ceinture va devenir elle-même anodine, et le grand chic ne sera plus de mettre en avant qu'on a un objet connecté, mais plutôt de cacher le fait qu'on en a une foultitude. C'est un bon sujet d'article aussi, le passage du wearable à l'invisible, du portatif à l'invisible. Et pour faire le lien avec la question suivante qui est, selon vous, la population française aujourd'hui est-elle prête à faire le pas vers la technologie des objets connectés, ou bien cela reste-t-il encore marginal? D'ici combien de temps cette tendance deviendra un standard? Ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a certains objets qui vont créer une appétence. Il y a des choses qui existent déjà sur certaines cibles, les gens qui ont besoin d'un certain nombre d'appareils de santé, des tensiomètres, des glucomètres pour mesurer donc le taux de glucose, les utilisent déjà parce qu'ils en ont un besoin quasi vital. Les sportifs, en particulier ceux qui mesurent leur performance, sont déjà habitués à avoir des bandeaux, des cardiofréquencemètres, des montres extrêmement précises. Donc eux ont déjà fait le pas, ils représentent à chaque fois des centaines de milliers d'unités. Aux États-Unis, on constate que l'ensemble de ce qui se passe autour du fitness, les balances, les actimètres, ce qui mesure votre activité, se vend déjà en millions d'unités par trimestre. Donc ces millions d'unités par trimestre, c'est déjà les volumes de vente des smartphones, de quelques smartphones, alors pas les plus connus qu'on citait tout à l'heure, mais c'est déjà des choses qui sont significatives, et on voit des choses qui accélèrent sur le marché français. Certains nombres de ces objets vont devenir des héros et vont sans doute tirer la consommation. On parle beaucoup de la future montre d'Apple qui, quand elle va arriver dans le courant de l'année 2015, aura certainement tendance aussi à représenter beaucoup d'attractions et à aller apporter beaucoup des volumes significatifs de vente, même si on peut penser qu'elle aura tout ou partie des défauts des montres connectées que nous portons aujourd'hui, mais elle aura sans doute, parce que c'est dont l'autonomie, qui est aujourd'hui les montres connectées, il faut les charger tous les jours, donc c'est un peu pénible et fastidieux. Je ne suis pas certain que ce soit un problème réglé par Apple, en tout cas dans la première version, mais elle sera probablement jolie, probablement désirable, et elle réussira à s'inscrire dans ce que les gens qui portent une montre veulent aujourd'hui, imprimer un style, imprimer quelque chose qui est plus de l'ordre de la mode que simplement de l'ordre de la fonction. La montre fonction, c'est pas nouveau, hein, on l'avait, nous l'avons eu, la montre électronique qui faisait éventuellement calculette, nous l'avons eu. C'est pas pour la fonction qu'on va aller chercher la montre, c'est pour l'émotion qu'elle crée et le nouveau rapport à un usage. La question suivante, c'est, vous parliez des données disponibles et de leur analyse, on va donc vers un système de Big Brother is watching you? Non. Alors la question, elle est claire, je pense qu'il ne faut pas se cacher. Nous sommes dans un système où d'ores et déjà l'ensemble de nos actes sont traçables parce qu'on laisse des petits cailloux blancs électroniques à travers notre téléphone, à travers notre carte de crédit, à travers tous les objets que d'ores et déjà on utilise. Des traces numériques. Il y en a partout. Alors, le Big Brother, c'est un fantasme. Je peux vous assurer que on n'a pas eu besoin de systèmes électroniques pour inventer les deux systèmes les plus criminogènes de l'histoire de l'humanité, qui étaient le nazisme et le stalinisme. Donc on a pu, sans Big Brother, tuer allègrement des dizaines de millions de gens. Donc je pense que le Big Brother existe. Il existe potentiellement technologiquement, et il existe dans l'esprit des hommes. Il faut s'en prémunir. Il faut s'en prémunir en ayant à cœur à véritablement comprendre qui dispose de nos données personnelles et pour quoi faire.
Ça va bientôt devenir un droit fondamental. C'est la notion d'opt-in. Je m'engage évidemment à ce que vous utilisiez mes données. En contrepartie, j'exige que vous me donniez l'information sur l'usage de ces données. Ça va de toute évidence devenir un élément commercial. Et on a vu au CES quelques grands acteurs en faire un argument commercial en disant « Confiez-nous vos données, on vous dira qu'elles sont utilisées et à bon escient ». En même temps, les risques socio-techniques sont toujours présents. Toute innovation technologique crée un nouveau champ de risques et qui est en général en avance sur le droit. On voit bien que la cybercriminalité est devenue en quelques années un élément clé des relations entre nations. Et tous les États s'équipent pour être capables de faire une cyberguerre ou de se prémunir. Donc nous sommes dans un monde qui va utiliser la donnée comme étant un élément clé de la vie sociale. Et l'homme est fait comme ça depuis l'origine. La vie sociale, il y a du bon et du moins bon. C'est la vigilance du citoyen, c'est la capacité à se projeter dans un vivre ensemble exigeant qui va nous permettre de lutter contre ça. Et on a vu dimanche dernier qu'un peuple comme le nôtre est capable de grands sursauts démocratiques. Il faut conserver cette vigilance démocratique face à la technologie comme face à tous autres comportements potentiellement dangereux. Et c'est globalement le fait de réaffirmer que les individus tiennent à un certain nombre de libertés et les lois sont là, en tout cas en France et dans pas mal d'autres pays, les lois sont là pour protéger ces libertés. Donc au-delà du fait qu'un Big Brother voudrait utiliser les objets connectés et les données pour tuer des gens, la question de les asservir, ça serait déjà revenir sur ces libertés. Donc à chaque fois que ces libertés seront défendues, garanties, protégées et mises en avant, on évitera de rentrer, quelle que soit la technologie, on évitera de rentrer dans ces éléments-là. Alors question suivante, bonjour, comment reformuleriez-vous le sujet de l'article sans utiliser le terme âme? Donc c'est sur les objets connectés ont-ils une âme? Moi, je dirais, est-ce que les objets connectés ont un sens? Est-ce que tout ça, est-ce que ce phénomène dans lequel nous sommes tous embarqués, il a une signification, une utilité, un sens, une philosophie? Interprétez-la comme vous le souhaitez. Il y a bien en tout cas un questionnement sur la manière dont on va pouvoir surfer la vague des objets connectés et cette fantastique créativité qui s'annonce dans l'émergence de ce phénomène. Bien, pour conclure, puisque nous arrivons à la fin de notre chat, cette notion d'âme est pour nous tout à fait intéressante parce qu'il ne s'agit pas d'opposer le monde de la technologie et le monde de la passion, de la raison, mais d'avoir une approche vraiment dialectique entre ces deux mondes. La technologie n'a jamais supprimé la volonté des hommes de communiquer, d'échanger, et de se doter d'un destin. Et ça, c'est tout à fait important. Et je crois que vous pouvez vraiment très librement travailler sur cette thématique de la passion, de la sensibilité, opposée au caractère peut-être un peu froid de la technologie. Alors, pour rappel, donc vous avez, pour déposer vos articles, vous avez jusqu'au 1er février, je crois que c'est ça. Minuit. Minuit. Et donc, nous vous souhaitons à tous beaucoup d'inspiration. On est en début de l'année, on se souhaite beaucoup de choses, de l'inspiration, de l'audace. Tous les articles donc, doivent être déposés sur générationmobilité.com. Voilà. génération-mobilité.com. Okay. Et on vous souhaite de travailler avec beaucoup d'ardeur et de passion et on attend avec beaucoup d'impatience vos réflexions. Merci à tous. Merci. Bonne soirée. Au revoir.